suite, nous allons retrouver Éric Decouty, l'éditorialiste politique de la matinale week-end sur LCI. Éric, donc vous avez évoqué déjà tout à l'heure l'affaire du pass sanitaire. On va y revenir, bien entendu, jusqu'à 10h sur cette antenne, notamment avec nos deux invités de 9h30, c'est-à-dire une sénatrice UDI qui a participé au vote d'hier et une députée LREM qui participait au vote d'il y a quelques jours. Mais vous voulez revenir sur une info politique qui est, comme disent les journalistes dans leur jargon, un petit peu passée sous les radars de l'actualité ces derniers jours. Désormais, chaque préfet de la République, il y en a donc un par département, absolument, voilà, va recevoir une feuille de route, une lettre de mission en quelque sorte du ministère de l'Intérieur, une lettre adaptée à la situation de chacun des départements. C'est un profond chamboulement dans les habitudes préfectorales parce que, en quelque sorte, on va les obliger à une obligation de résultat. Oui, c'est ça. Alors c'est une petite révolution. Alors ça s'est passé vendredi. C'est Jean Castex à l'occasion. Alors le comité, un peu compliqué, le comité interministériel de la transformation publique, la réforme de l'État. Alors ça s'est passé à Vesoul. Le Premier ministre voulait aller voir Vesoul. Il a vu Vesoul et à ce moment-là, il a remis à la préfète du département cette lettre qui va annoncer une lettre significative, identique à l'ensemble des préfets de France. Ils vont tous recevoir une lettre personnalisée qui va leur fixer des objectifs pour 3 ans. Alors, des objectifs, qu'est-ce qu'on va trouver par exemple? Alors, on va trouver un état des lieux du département et puis les grandes mises en œuvre de la politique nationale. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Là où ça devient plus intéressant, c'est que, au-delà des enjeux nationaux, ils vont recevoir des objectifs, des missions particulières pour chaque particularité locale. C'est-à-dire que là où il y a des problèmes de trafic de drogue, par exemple, pensez à Avignon, par exemple, vous savez, où il y a eu ce policier qui a été tué lors d'un passage de deal, ou des risques incendie, ou des risques d'inondation, ils vont avoir des consignes très particulières pour faire que l'État soit en situation de répondre au mieux à la situation locale. Alors, souhaitez nous parler d'une préoccupation assez forte, semble-t-il, d'une majorité de parents qui aimeraient bien que leurs enfants apprennent l'anglais lorsqu'ils les laissent devant des dessins animés. Oui, un vœu pieux partagé par tant de parents, eh bien, figurez-vous qu'on y arrive peut-être. Écoutez plutôt. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Oui, là on se demande où je vous amène. En fait, cette petite Peppa Pig, un dessin animé qui est connu par tous les parents qui ont des enfants de moins de 3 ans. Les autres, je les ai déjà perdus dans ma chronique, sont un petit peu surpris. Aux États-Unis, en réalité, on a un effet Peppa Pig, puisque Peppa, la petite cochonne anglaise, est en train d'apprendre l'anglais aux Américains. En réalité, elle a appris du vocabulaire anglais à ses Américains pendant le confinement, pendant que les parents télétravaillaient. Et les enfants de 2 ou 3 ans aujourd'hui ont intégré ce vocabulaire et parlent différemment de leurs parents, ce qui crée un grand émoi dans ce pays. Alors, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que l'anglais et l'américain sont presque 2 langues différentes. Par exemple, prenons le mot pantalon. On dit trousers en Angleterre, n'est-ce pas? Mais pants aux États-Unis. Je vois que vous êtes totalement bilingue, effectivement. Et il y a de nombreux mots comme ça. Bathing suit qui devient swimming costume, gas pour petrol, parking lot pour car park, freeway pour motorway, où on va se mettre devant la télé ou la TV, suivant qu'on est aux États-Unis et en Angleterre. Mais enfin, ça doit être très perturbant tout de même pour des parents dont les enfants de moins de 3 ans débutent dans le langage avec tout un vocabulaire que peut-être ils ne comprennent pas. Oui, à tel point que Peppa Pig, ou plutôt son compte officiel, a publié un lexique à l'usage des parents pour comprendre leurs enfants. Rendez-vous compte anglais américain. Donc on est vraiment dans l'ironie la plus totale, mais c'est absolument nécessaire parce que si un enfant dit aujourd'hui je veux some sweets on the sofa during the holidays, bien sûr aucun Américain ne comprendra cette phrase puisqu'il faudra remplacer sweets par candy, sofa sera plus le même mot et holidays bien entendu deviendra vacation. D'accord. Il y a eu une première médaille française aux Jeux Olympiques hier à Tokyo, une médaille en judo pour les moins de 60 kilos, ce qui me permet de me diriger vers notre ami David Verhaeghe et son histoire du jour, puisque c'est une histoire de sport que vous voulez nous raconter, une histoire de bikini qui fait trembler une fédération de moi totalement inconnue, je dois vous avouer, la Fédération internationale de beach handball. Je sais qu'on jouait au volley sur la plage, je ne savais pas qu'on jouait au handball sur la plage aussi, et c'est notamment la fédération féminine norvégienne.
Alors oui, ça ne se passe pas au JO, mais c'était dimanche dernier lors des championnats d'Europe de beach handball. Un match entre la Norvège et l'Espagne. Alors la Norvège perd contre l'Espagne, mais ce que tout le monde ou presque a retenu, c'est la tenue des joueuses norvégiennes. On voit ici la photo. A priori, rien d'extraordinaire, sauf que, vous le voyez, elles portent des bas de short et non pas le bas de bikini qui est réglementaire. Alors ça peut vous sembler anecdotique, mais pas pour la Fédération européenne de beach handball qui les a condamnées à une amende de 150 € par joueuse, donc 1500 € en tout. C'est un coup d'éclat qui avait été bien réfléchi par les Norvégiennes et qui relance la polémique sur les tenues jugées sexistes pour notamment les sports de plage. Vous parliez du volley, il faut savoir que depuis 2012, les joueuses de beach volley ne sont plus obligées de porter des bikinis, mais pas pour le handball. La Fédération internationale stipule dans son règlement, je cite, « Les joueuses doivent porter des bas de bikini ajustés et échancrés et les côtés doivent être larges d'au maximum 10 cm. Alors vous imaginez les réactions. Alors la Fédération norvégienne de beach volley, elle est du côté des joueuses. Elle va même payer leur amende. Et d'autres réactions, évidemment, dans le monde du sport se sont multipliées sur Twitter. On voit ici un tweet de la tenniswoman, alors ça n'est pas du beach volley, Martina Navratilova, qui réagit sur Twitter. Alors on ne le voit pas parce que c'est un petit peu coupé à l'image, mais au-dessus, elle dit « c'est tout simplement ridicule ». Et puis c'est monté jusqu'au ministre norvégien de la culture et des sports. La question qu'on peut éventuellement poser, vous la posez en tout cas ce matin, est-ce qu'on peut faire un parallèle quelconque entre ce qui est en train de se passer contre le pass sanitaire et ce qui s'est passé à la création du mouvement des Gilets jaunes à l'automne 2018 ? Et c'est la première question. Est-ce que vous voyez un parallèle ? Il y a des similitudes en tous les cas. Des similitudes, vous parliez de nombre de manifestants, avec le fait que ce soit un mouvement provincial. Le nombre de manifestants est plus important en province, ils sont nombreux à Paris, mais plus important que... Hier, 150 000 en province, 10 000 à Paris. Absolument. C'est aussi un mouvement déstructuré, sans leader. C'est aussi la même façon, même si Florian Philippot essaye de courir après le mouvement, mais on peut imaginer qu'il ne représente qu'une part minime de ce mouvement. C'est un mouvement déstructuré, c'est l'usage des réseaux sociaux, aussi de la même façon. L'usage aussi des fake news, c'est des gens qui ne croient pas en la presse, en la crédibilité du discours. C'est le discours populiste anti-élite, qu'il soit médiatique ou scientifique. On ne croit pas à la science, on doute. Et puis, c'est aussi cette intrusion des radicaux dans un mouvement, parce qu'il y a des gens qui sont évidemment sincères dans leurs convictions, dans leurs doutes quant au pass sanitaire, y compris au vaccin. Et puis, il y a des gens qui sont des adeptes de la manipulation et des radicaux qui sont intégrés à ce mouvement-là. Je me pose une question, Eric Decouty. Est-ce que, en toute éventualité, il peut y avoir convergence de toutes ces colères, ces rancœurs sociales, sanitaires, gilets jaunes à la rentrée ? Il y a un mouvement, une fond de sauce anti-Macron, c'est évident. Il y a un sondage ce matin dans le journal du dimanche qui est très intéressant, qui montre que 35% des Français soutiennent le mouvement anti-pass. Ils sont que 55 à être contre ce mouvement. Il y a quelques semaines, la proportion était beaucoup moins importante. Je crois qu'il n'y avait que 15 ou 20% des Français qui étaient solidaires avec le mouvement. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et lors du mouvement des Gilets jaunes, c'était la même chose. Au début, il y avait une écrasante majorité de Français qui étaient favorables aux mesures du gouvernement. Et petit à petit, il y a quelque chose qui est en train de monter. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer en septembre. Les rentrées, on les annonce toujours particulièrement chaudes. Mais en tous les cas, on sent bien qu'il se passe quelque chose.